rocheux, rocheuses, à mon émission Le Rock Show. Bienvenue sur mon craton d'Amérique du Nord. J'ai maintenant, et ce, pour la première fois de ma vie, les pieds au quotidien sur le bouclier canadien. Ça changera peut-être ma vie. J'ai troqué mon île pour un vaste territoire solide et vieux comme le monde. Sur ce territoire, 77% de sa superficie est recouverte de forêts. Il y a de quoi redevenir sauvage en masse. Il y a des loups dans mes forêts. Il y a des ours et des tourterelles tristes dans le jardin du voisin et des tamias foufous dans la forêt. Je suis très heureuse de vous retrouver sur mon nouveau territoire pour une histoire de roche. Je suis probablement assez nouvelle en ce nouveau territoire, sans m'en rendre compte. Mais bref, je suis là, les deux pieds sur le continent. Mon ami est maintenant une vaste rivière bordée d'arbres denses et compacts, où souffle le vent, où nagent tranquillement les outardes, et où le sable nous fait des dunes fantasmagoriques en plein milieu de la rivière. Je suis un peu maintenant une fille du Nord. Un moyen Nord, mais un Nord tout de même. Le point cardinal le plus sage, celui que je préfère. Ici, le vent me parle autrement, mais je commence à peine à l'entendre et surtout à comprendre sa chanson. J'espère que mon cœur va pouvoir prendre racine et que mes oreilles puissent s'ouvrir à cette nouvelle mélodie géographique. Je vous invite donc aujourd'hui sur mon craton d'Amérique du Nord. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un craton, je vous suggère l'émission de la moquette. Je vous explique tout ça là-dedans. Donc, mon craton où je peux faire des feux de joie dans ma cour. J'aurai le droit de faire des feux chez nous, ça c'est une première. Cet endroit où je mange des chanterelles toutes les semaines. Ça, c'est assez fabuleux. Je mange de l'or de forêt à profusion, donné par un voisin très généreux. Le temps, il est élastique. Les heures écoulent plus lentement qu'avant. Peut-être qu'ici, je vieillirai moins vite. Qui sait? Peut-être qu'ici, je serai plus roche et moins rock and roll. Je l'espère sincèrement. Me déposer comme une agate pour dialoguer lentement avec le temps qui passe. En fait, j'espère me déposer. Pouvoir entrer en conversation avec les 3 immenses épicéas qui accueillent le soleil à l'est, le bouleau qui embrasse mon garage, et discuter longuement avec l'énorme colonie d'escargots qui vit dans le jardin magnifique, en fait, sauvage et créativement chaotique de mon voisin Gaétan. Je vis maintenant dans une ville qui a pour cœur un rocher de légende. Je vais vous en reparler là, de ce rocher. Là. Comment une gorgone comme moi pouvait trouver mieux? La pareidolie ici, c'est le cœur de la ville. J'ai rien inventé, là. Je cesse de le répéter. La pareidolie existe dans la vie des hommes depuis qu'ils ont le sens de l'abstraction. Voyons. Depuis qu'ils ont le sens de l'abstraction. Ma ville a sa grand-mère de roche, immense, dans laquelle on peut monter. Elle a toute une histoire rocambolesque. Et voilà, je vous raconterai ça une autre fois. Pour les Autochtones de plusieurs nations, je pense de pas mal toutes les nations, les roches sont les grands-pères. Ils ont raison, totalement, puisque les roches, c'est les plus vieux objets terrestres. Moi, qui leur donne des noms aux roches, je me suis dit que je taillais des grands-mères, et des fois des grands-pères, mais surtout des grands-mères. Les archétypes, les déesses et les ancêtres sont les grands-mères et les grands-pères de nos psychés. Elles nous surveillent et nous protègent,
nous conseillent et nous guérissent. Évidemment, je parle d'ancêtres lumineux. Alors voilà, quand vous aurez un bijou Gorgone B autour du cou, vous porterez une grand-mère faite à grand-mère. Ce mois-ci, c'est mon mois préféré d'été ou le mois qui a le cri du hibou. C'est mon mois d'été préféré parce qu'il annonce la fin de cette saison difficile pour l'ours polaire que je suis, quoique je suis certaine qu'on n'a pas terminé avec les grosses canicules. C'est le mois des moissons, des récoltes. C'est un mois d'abondance. Les jours raccourcissent et l'effervescence diminue. Ça me fait du bien quand l'effervescence diminue. C'est le mois des cigales et des grillons et de leurs longues notes de violon sauvage. La note de la cigale. C'est assez génial. Je ne sais pas ce que ça vient chercher en moi, mais c'est extrêmement profond. Chez moi, les monarques volent lourdement dans les rues. Et les bernaches bientôt vont quitter la rivière où ils ont élevé leurs petits pour leur premier voyage. Où? Bientôt, ce sera le mois des ronces et des verges d'or et de l'herbe à poux. En témoignent mes yeux larmoyants. J'ai beaucoup réfléchi. Je réfléchis souvent beaucoup, là, mais plus que d'habitude. Ces dernières semaines, à la légitimité de ma voix. Au pourquoi de cette émission étrange qui parle de roches. Difficile à qualifier parce que je ne fais pas juste parler de roches. Légitimité de la voix parce que c'est un travail immense, c'est un travail colossal, c'est un travail qui pour l'instant part dans l'absolu. Et puis, de donner une quantité aussi grande de travail sans avoir, sans avoir beaucoup de réponses. L'écho me revient rarement. Alors, je me pose une question sur cette légitimité. On est dans une société de réussite, d'acquis, de gain. Alors là, je suis à l'encontre de cette optique sociale. Alors, je me pose des questions. J'en suis venue à la conclusion ouverte que cette émission est une longue discussion avec la Terre. Le langage de la nature, pour moi, c'est la poésie. Est-ce que cette voix a une légitimité? Moi, je pense que oui. À travers tous les événements déchirants, difficiles, violents, agressifs qui se passent en ce moment, je les nommerai pas parce qu'il y en a tellement à différents niveaux, donc je pense que ça n'a pas besoin d'être explicité. Je crois que la poésie doit prendre une place beaucoup plus grande dans ce monde. La douceur. Se pencher sur les situations avec douceur. Évidemment, condamner ce qui a à être condamné, mais bref. L'émerveillement entre aussi dans la poésie pour moi, en tout cas la mienne. Et l'émerveillement, ça met de la lumière sur tout. C'est à la portée de tous. Et c'est l'émotion qui nous remet le plus profondément dans notre regard d'enfant. L'enfant embrasse tout. Il joue avec tout. Il est profondément connecté à son âme, l'enfant. Et puis l'émerveillement fait ça. L'émerveillement, ça guérit beaucoup de choses. La poésie crée des liens entre des mots parfois improbables qui, eux, créent des liens entre les choses. Et nous, humains, on est seulement une chose de la nature
qui a le don d'abstraction. Donc, oui, je crois que ma parole est légitime, puisqu'elle tisse des liens entre les roches et nous, entre les roches et les champignons, entre les esprits et les vivants, entre ce qui fait mal et ce qui guérit, et entre les hommes et les hommes, avec un grand H. Enfin, j'espère. En ce moment, on a impérativement besoin de ponts, de douceur, puisque la société est une société qui divise, qui tranche, qui ébranle, qui sépare et qui juge. Pour tout et pour rien. Émouvoir et toucher, c'est construire des ponts, et la poésie fait ça entre les mondes. Chaque personne a un monde différent. Chaque personne porte un regard unique sur son environnement. Chaque personne a son propre petit monde. Le verre de l'Asclépiade que je vois n'est pas le même que le verre du voisin. Donc c'est entre autres pour ça que c'est si difficile à comprendre l'autre. Comprendre son cœur, son âme, ses barrières, ses peurs et ses couleurs d'Asclépiade. Et la poésie fait des liens entre des choses improbables. Donc, je vous encourage à dire votre réalité poétique. En fait, c'est difficile à définir ce que j'écris. Qu'est-ce que cette émission? Pourquoi elle existe? C'est pas vraiment scientifique. C'est un peu ésotérique, oui. C'est poétique. C'est des contes pas traditionnels. C'est des mots qui se mêlent selon ma propre mélodie à ma propre prose. Ça, c'est vraiment le fun à dire, hein? Propre prose. Certains détestent, certains doivent aimer. Cette réflexion est peut-être dure à aborder pour certains. Parfois, on a besoin d'un mode d'emploi pour que ce soit compris. Tant mon monde imaginaire a ses propres règles assez complexes. Mais certains le comprennent d'emblée parce que comme moi, leur langage est plus intuitif. Mais c'est correct dans les deux sens. Les deux façons d'aborder ce que je fais sont bonnes. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Mes mots sont intuitifs et presque toujours inspirés, en fait, comme s'ils venaient d'ailleurs que de moi, en fait. Est-ce que c'est légitime? Oui. Ne serait-ce que pour moi-même. Ici, ma rivière a été créée il y a 10 000 ans, lors du retrait des glaciers. J'entends la chanson du glacier maintenant, de son long retrait. D'Inlandsis laurentidien. Ah, c'est le nom du glacier. Qui nous a laissé autant de points d'eau douce et de rivières, autant de cadeaux transparents sur son chemin du retour comme un être magique qui recule dans le monde des esprits. Le géant qui sculpte le territoire. Écoutez votre âme. Elle en a long à dire. Mon âme m'a dit beaucoup de choses, moi aussi. Cette année, en tout cas, de façon générale. Je dirais que s'installer sur un nouveau territoire, c'est puissant. Ça brasse beaucoup de choses. Eh bien, mon âme, elle m'a parlé de la légitimité de ma voix. Mon mental en doute souvent. Mon mental doute de beaucoup de choses, de façon générale. Elle m'a parlé de ma légitimité en tant qu'artiste pluridisciplinaire. Elle m'a dit, même si les humains ne sont pas d'accord avec toi, la nature est d'accord. Les araignées et les ours sont d'accord. Donc, j'ai décidé que j'avais la légitimité de m'inscrire dans le paysage. Ma langue se veut d'être une poésie de la géographie. La géographie embrasse la faune, la flore, la géologie. Et dans le mot géographie, l'étymologie, ça nous dit décrire la terre. Ah, c'est ce que j'essaie de faire, décrire la terre.
Je pense que c'est ma voix. Aujourd'hui, je vous parle d'une agate qui sera toujours à moi, puisque mon âme y habite. Je sais que je suis une agate, dans une perspective toute chamanique. C'est ma pierre de prédilection. Je peux me voir dans ses qualités, je peux me reconnaître dans la façon dont elle a été créée en termes symboliques. Et en termes énergétiques aussi. Je me permets de parler de cette pierre qui est extrêmement importante pour moi. Je crois que c'est la pierre la plus importante pour moi. Et je vous permets de parler de cette... Je me permets de vous parler de cette pierre-là parce que ça fait 1 an que Gorgon B existe. Ça fait 13 ou 14 émissions que je fais. Ça fait 1 an que cette idée saugrenue a fait son chemin et que j'ai fait du chemin accompagné de cette idée qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a fait voyager dans toutes sortes de mondes intérieurs. Ça me rend bien songeuse et profonde, comme un fjord, cette affaire-là. Ouh! Entre autres parce que c'est une tribune et que pour moi, qui cherche à avoir une légitimité, avoir une tribune, c'est pas une chose légère. C'est une chose sérieuse. Je cherche à émouvoir. Être ému, c'est un mélange de joie et de peine chaude comme une soupe. J'aime émouvoir. Quand je suis émue par quelque chose, moi, ça me ramène dans mes souliers, parce que souvent, je vogue un peu au-dessus. Donc ça me ramène dans mes souliers. L'émotion, ça ramène dans les souliers. Et émouvoir, c'est un peu ma façon de dire « je t'aime ». C'est ma douceur. Même si parfois, ça réveille des choses bouleversantes. Émouvoir, c'est approcher les choses avec douceur, pour moi. J'aime raconter comme au coin du feu, avec la Voie lactée au-dessus de ma tête. Même si mon émission est un sujet pointu et large en même temps, qui peut-être touche peu de gens, je vais continuer de la faire pour l'instant, parce qu'elle est une voix parmi tant d'autres qui caresse la terre. Ne serait-ce que pour la terre, je vais le faire. Même si le travail est colossal, énorme, long, il m'éclaire de l'intérieur, même s'il reçoit peu d'écho pour l'instant, qu'il est presque inconnu. Je le fais parce que je l'aime et parce que j'aime encore le faire. Aujourd'hui, je vous parle d'une agate émouvante, la sœur de notre loutre, la rivière. Ce morceau d'agate est une agate de légende qui a créé dans ma pratique de lapidaire des grandes figures importantes. C'est une agate paysage énigmatique, remplie d'infiltrations mousseuses, de chlorite probablement et de jaune ocre qui ressemble à la parmélie des murailles. Et c'est encore un tapis d'immortels. On est dans la chair des dames sacrées. Dans cette agate, il y a des paysages immenses. Il y a des panoramas profonds. C'est presque une fenêtre sur un autre monde. Mais il y a des personnages. Il y a un tapis d'immortels pour des figures de déesses immortelles. Je taillais cette pierre incroyable. C'était vraiment un moment spécial. Quand j'ai fait ça, et je suis allée voir mon amie Isabelle dans l'atelier. Bon, ça fait longtemps déjà. Pour lui montrer cette image-là qui m'est apparue. Et elle m'a répondu du tac au tac. « Ben, c'est toi. » J'osais pas le dire, tu sais, je me suis dit, mon Dieu. D'ailleurs, je la salue et la remercie. Isabelle, c'est une femme totale, je dirais. Oui, fière, forte, sensible, une autre sorcière comme moi. À être reconnue
par une autre femme, par d'autres femmes, est un sentiment d'une grande force. Isabelle m'a donné le droit symbolique d'habiter dans mon Agathe, comme le ferait une sœur. Elle m'a dit « c'est toi? » Ouais, c'était moi. Une grandiose, quelque chose auquel j'aspire. Donc, j'en ai déduit que c'était mon âme. Mon âme, c'est ma plus belle part de roche. L'âme, c'est notre plus belle part. C'est notre part rayonnante. Et ce qui tombe bien, c'est que tout le monde a une part rayonnante. Il y a le don de l'écouter. Parfois, ce processus est long, il prend toute une vie. D'autres ont ce don inné de toujours la suivre. Les autres sont très chanceux. Certains ont besoin de méditer pour mieux l'entendre. D'autres sont bien campés avec elle. Mais bref, elle finit toujours par réapparaître quand on l'a perdue, au gré d'une dépression, d'un burn-out ou d'une difficulté énorme. Quand on s'est éloigné d'elle trop longtemps, souvent elle revient. Quand on arrête de courir, l'âme revient. Parce qu'on est plus à même de l'écouter et de prendre son temps d'âme. Je suis certaine que l'âme a un temps très différent de la modernité. Et c'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on se reconnecte beaucoup avec l'âme en nature, parce que probablement l'âme a la vitesse de la nature. Hein. C'était moi dans cette Agathe, mais magnifiée. Un moi gigantesque qui marche sur le territoire. Les cheveux au vent. Mon moi du Nord, du lichen, de la mousse. Je suis obsédée par le lichen et la mousse. Et les bouleaux. Ça revient tout le temps. Mon moi qui se fond dans la nature. C'était moi qui fait des liens avec toute chose, qui est libre dans sa totalité. C'est moi dans un état de grâce. Et croyez-moi, c'est un état que j'atteins pas souvent. Mais de plus en plus. Mon âme m'accompagne de plus en plus. Cette pierre, c'est l'Aphrodite au renard, la plante. Je vais vous parler d'une auteure qui va vous aider à comprendre pourquoi j'ai embrassé cet archétype-là. Jean Shinoda Bolen. C'est une psychanalyste, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, jungienne, qui a écrit le livre merveilleux « Goddesses in Every Woman ». Elle embrasse là-dedans les différentes déesses grecques et elle en fait des archétypes présents dans la psyché des femmes, en fait pour comprendre la psyché des femmes. Elle parle de Perséphone, de Hestia, de Héra, d'Athéna, entre autres, et surtout d'Aphrodite. En fait, l'auteur nous dit que dans chaque psyché féminine, il existe plusieurs déesses qui se livrent bataille, ou qui sont en partenariat. Bon, ça dépend d'où on est rendu dans notre vie. Et qu'en absorbant les choses de cette façon-là, ça nous aide à comprendre certains conflits intérieurs. Ça nous aide, en fait, ça nous donne des leviers pour les apaiser. Tout ça pour dire qu'on possède plusieurs archétypes intérieurs, souvent. Mais elle appelle les femmes à cultiver l'Aphrodite. Elle les enjoint à participer à leur propre recherche de contentement. Les femmes animées par une Aphrodite vont avoir leurs propres défis dans la vie comme toutes les autres déesses. Mais elles ont quelque chose que moi j'appelle l'appel du contentement, comme source et comme moteur de leur vie. Je me souviens plus des mots exacts que l'auteur utilise. En fait, ce seraient des mots exacts, en tout cas, bref. Mais elle parle de cette facilité à être dans le moment présent. Elle appelle ça une attention d'or ou une attention dorée, une attention lumineuse, je ne sais plus. Bon, on va se dire que c'est ça, c'est une attention d'or. Comme si on était entouré d'une lumière d'or quand on est complètement absorbé par une tâche, une création, un moment qui nous fait plaisir. Dans ces moments rayonnants-là, on est complètement dans l'instant présent. On fait ce qu'on aime. Aphrodite fait ce qu'elle veut. Elle est attachée au plaisir de la vie. Elle a un côté très puissant et compatissant pour elle-même et éventuellement pour les autres. Ce qui la rend un peu
impopulaire parce qu'on l'associe à un côté égocentrique. Mais l'auteur, elle nous dit, suivez Aphrodite le plus souvent possible sur son chemin. Cultivez-la, cette souveraineté féminine. À la limite, ça peut vous pacifier avec l'idée pour mieux vous occuper des autres. Mais il faut apprendre à s'occuper de soi, c'est cliché, mais c'est ça. Ici, j'ai inventé un alter ego plus grand que nature, nordique. Et j'en ai fait l'Aphrodite des forêts du Nord, qui marche en riant sur les plages de la côte nord, les bras dans les airs, avec une robe blanche, des renards dans son sillage, des feuilles d'automne sur la tête. Alors, si je peux voir mon âme un jour, j'espère qu'elle a l'air de ça. Mon âme est bien plus libre que moi. Mais mon âme, je l'espère, c'est l'Aphrodite au renard. Mon agate paysage est une agate importante. C'est la liberté folle de courir dans un paysage nordique, plein de bébites, d'une puissance incroyable. C'est celle qui cueille des plaques-bières et des bleuets. Et la déesse sait à quel point mon pays du Nord en est truffé de magnifiques ressources naturelles gustatives. On est beaucoup de choses à la fois, mais on doit par-dessus tout être près de notre âme. Je vous encourage à vous magnifier, à imaginer qui est votre âme. Peut-être qu'elle est la reine des grenouilles ou la comtesse des fouines ou la reine des ours. Et elle est peut-être tout ça à la fois sur les différents terrains géographiques de sa psyché, de votre psyché. De prendre cette image lumineuse et éclatante d'or et de marcher à ses côtés. On s'imagine tellement souvent pire qu'on est que pour une fois, marchez donc près de votre meilleur moi. On est tellement de choses à la fois. On doit par-dessus tout cultiver notre liberté, notre sauvage en fait. Être près de notre âme, ni au-dessus des autres, ni en dessous des autres, mais tendre à notre juste place. Je suis agate, sapin, fougère, araignée, renard et ours. J'aime dialoguer longuement avec les êtres vivants. Je suis perméable et poreuse, parfois trop, colorée et solide malgré tout. Et j'ai, comme l'agate, un petit quelque chose d'une longue et douce éruption volcanique. Alors, je vous remercie pour votre présence. Pour ceux qui écoutent, j'espère que ça vous adoucit la vie. Que je vous ai fait un peu, que durant cette année, j'ai fait en sorte que vous vous penchiez davantage sur la nature. Parce que lorsqu'on se penche sur la nature, on est accompagné par une magie infinie. J'espère que je fais en sorte que vous regardez juste un petit peu plus longtemps une fleur, une roche, un champignon. Que parfois votre esprit s'amuse à imaginer que c'est le chapeau d'une fée. J'espère que vous faites de plus en plus ces tout petits gestes transformateurs et guérisseurs. Évidemment, je me suis longtemps questionnée sur la légitimité de ma voix. Quand j'étais à l'université en tant que petite gorgone, je me sentais mal d'avoir une vision artistique aussi personnelle, aussi peu politique, aussi peu sociale. Et je me suis rendu compte avec le temps que parfois, on est plus social qu'on croit. Que ma chanson chantait autre chose. Que ma chanson était magique, un peu en background, un peu dans l'arrière-scène. Et que c'était pas moins légitime qu'une autre chanson plus directe. Et que dans l'extrêmement personnel, on atteint parfois encore beaucoup plus d'universalité. Et qu'en parlant de ce qu'on découvre en soi, on aide les autres à se découvrir. Donc parfois leur montrer des chemins auxquels on n'avait pas pensé,
Ça fait en sorte que on aide, malgré tout. Et moi, je fais la même découverte avec les auteurs que je lis, que j'écoute de mon côté. Tout est une question de perméabilité, finalement. Bref, ce mois-ci, c'est notre fête Rocheux-Rocheuse. C'est notre fête. Merci pour votre présence depuis 1 an. Bonne écoute. L'Aphrodite au renard. C'est la pomme de pin des forêts bien gardées. Elle a la peau de granit et de quartz opaque comme une pierre de lait. Les roses calcites et la prose facile. Elle court de grâce dans tous ses voiles météorologiques. Elle est la naissance du beau pensant et dansant. Mon Aphrodite des sapinières à bouleaux jaunes a perché sa tête au-dessus du rocher percé. Elle a les pieds dans le fjord du Saguenay. Le marbre rubané en diadème, elle danse pieds nus dans les galets de la rivière du canton de Fox. Elle a des pieds de géante, des pieds de Côte-Nord, des pieds d'Appalaches. À son front battent les filons de cobalt et la baie des Chaleurs. On entend le vent des vagues par sa bouche rouge et c'est l'histoire du temps. L'Aphrodite au renard, l'œil sombre et transparent, profond comme le sommeil de l'ours. Ton pied est délicat et bourru. Tu marques tous ces fossiles en empreintes de Nordais, géa de saumon du mont Lyell, roi de Miguacha, fossiles de vent, de mer et d'anciens volcans. Marche sur nos maisons, comme la voisine du mystère. Marche dans les champs d'épervières, les pieds parés de pollen. Aphrodite au renard, tu es la reine du Nord. Marche sur nous, que nos feux s'allument.